Akira est un lycéen ordinaire qui passe la plupart de son temps à lire Isekai tout seul. L'idée que quelqu'un vienne lui parler le rend tellement anxieux qu'il préfère se fondre dans la foule et devenir invisible. Soudain, la pièce s'assombrit et une sphère noire apparaît au centre de la salle de classe. Un cercle d'invocation se forme juste au-dessus des élèves. Un instant plus tard, ils se retrouvent dans une grande salle. Un vieil homme attire leur attention et leur dit que le roi a quelque chose d'important à leur dire. Les élèves sont naturellement bouleversés et commencent à demander des explications. Mais le conseiller ne se soucie guère de leurs inquiétudes et leur demande à tous de se taire et d'écouter attentivement. Le roi prend la parole et se présente comme le souverain du royaume de Redis. Il explique que le royaume est attaqué par des démons et que seul le pouvoir d'un héros venu d'un autre monde est assez fort pour vaincre le seigneur des démons. Après avoir entendu ces mots, Akira se rend compte qu'il s'agit du même scénario décrit dans tous les Isekai qu'il a lus. Le conseiller déclare alors que le moment est venu d'identifier le héros parmi eux. Il invite donc tout le monde à poser les mains sur une boule de cristal afin de pouvoir inspecter leur statut. Le premier est Yuki, à qui on demande de prononcer le mot « statut » pour afficher ses statistiques. Il espérait être le héros, mais il s'avère qu'il n'est qu'un dresseur d'animaux avec une puissance moyenne de 450. Le conseiller lui dit qu'il n'y a aucune raison d'être déçu, car il n'est encore qu'au niveau 1, mais ses statistiques dépassent déjà de loin celles d'une personne moyenne dans ce monde. Certains des autres élèves obtiennent des classes telles que exorciste, chevalier et même guérisseur. Le conseiller semble satisfait de la vaste gamme de compétences puissantes que possèdent les élèves invoqués. Il informe également les élèves qu'ils peuvent ouvrir une fenêtre d'état personnel en prononçant le mot « statut ». Quand Akira essaie, il découvre qu'il est un assassin, mais ses statistiques sont étrangement très élevées. Les statistiques d'Akira sont de 1800 points. C'est au tour de Tsukasa avec la boule de cristal, et à sa grande surprise, il découvre qu'il est le célèbre héros. Les autres élèves ne sont pas vraiment surpris par ce résultat, car Tsukasa a toujours été un prodige en athlétisme, en études et en leadership, il était donc le candidat le plus probable pour devenir un héros. Le conseiller commence à le féliciter pour ses statistiques si élevées, car la plupart des gens atteignent un maximum d'environ 500 points, alors qu'il en a environ 900. Akira est encore plus confus en voyant ses statistiques, car cela n'a aucun sens qu'elles soient aussi élevées. Son ami demande à Akira s'il veut être le prochain, car il ne reste plus beaucoup de personnes. L'idée de révéler ses statistiques à toutes les personnes présentes l'effraie, car il a lu suffisamment d'Isekai pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche chez le roi et sa fille. Montrer ses statistiques attirait trop l'attention. Il se rend compte qu'il possède une compétence maximale appelée « occultation de présence » et, dès qu'il l'active, il disparaît pratiquement du groupe sans que personne ne s'en aperçoive. Une fois que le conseiller a pris note des compétences de chacun, il leur dit que l'équipement nécessaire à leur formation leur sera bientôt fourni, mais que pour l'instant, ils seront accompagnés dans leur chambre. En marchant dans les couloirs, Akira remarque une caméra qui espionne les étudiants, désormais certain qu'il se passe quelque chose de louche ici. Heureusement, il trouve une vieille chambre que le château utilise pour stocker du matériel et décide d'y passer la nuit. Il examine le matériel disponible et trouve quelques objets qui pourraient être utiles à un assassin. Peu après, il sort pour recueillir autant d'informations que possible. Grâce à ses statistiques élevées, il est capable de sauter facilement à des centaines de mètres de hauteur, donc se déplacer ne sera pas un problème pour lui. Grâce à sa capacité de dissimulation, il se faufile sans effort dans la chambre du roi sans être découvert et l'entend parler avec la princesse d'un certain plan. Le roi lui rappelle également de s'assurer qu'aucun des élèves n'entre dans les archives du château, car il serait malvenu qu'il découvre la vérité. Akira comprend que ce qu'il cache n'est pas bon. Le lendemain matin, Akira se faufile dans la salle à manger et prend un morceau de pain à manger. Il se demande s'il devrait cesser de se cacher et dire à ses camarades de classe que le roi prépare quelque chose de louche, mais il doute qu'il le croie. À ce moment-là, Tsukasa entre et a quelque chose à dire. Il estime qu'il est de leur devoir d'utiliser leur nouveau pouvoir pour aider à vaincre le seigneur des démons, comme le roi leur a demandé de le faire. Il souhaite donc demander le soutien de tous pour atteindre cet objectif, et tout le monde semble d'accord avec cette idée. Akira décide pour l'instant de recueillir plus d'informations avant de faire quoi que ce soit d'autre. Plus tard dans la journée, les élèves se réunissent pour leur premier cours de combat et sont présentés à Saran Mitre, le commandant du dernier bataillon du royaume de Redis. Il leur annonce qu'il sera chargé de les former pendant le mois suivant, après quoi ils pourront entrer dans le donjon pour mettre à l'épreuve leurs nouvelles compétences. Pendant ce temps,
Akira n'est pas satisfait de l'enthousiasme aveugle de ses camarades de classe à l'idée de devenir des héros. Cependant, alors qu'il s'en va, Saran semble le remarquer. Il confie donc la supervision des étudiants à son assistant Gilles, tandis qu'il suit Akira. Soudain, Saran apparaît derrière lui et lui demande si quelque chose ne va pas. Akira est choqué que quelqu'un ait réussi à le repérer, car il est sûr que son pouvoir de dissimulation est toujours actif. Saran lui dit cependant qu'il ne doit pas trop s'inquiéter, car son pouvoir est toujours efficace sur tous les autres, mais qu'il est un cas un peu particulier. Saran possède des yeux magiques qui lui permettent de voir de petits changements de température, il n'a donc pas été difficile de repérer Akira. Akira ne peut pas risquer d'être découvert, il essaie donc de prendre le poignard, avec l'intention d'éliminer Saran. Saran lui dit cependant que ce n'est pas nécessaire, car il ne dira rien au roi ni à la princesse. Akira est surpris d'entendre cela, car il pensait que le commandant des chevaliers était fidèle au roi, mais la loyauté de Saran est un peu compliquée. Dans l'état actuel des choses, il n'a aucune raison de dénoncer Akira. Akira dit à Saran qu'il cherche un moyen d'accéder aux archives, car il ne sait rien de la magie ni du fonctionnement de ce monde. Saran lui propose de lui apprendre à monter de niveau, car il ne trouverait pas ces informations dans les archives. Akira est un peu excité car il espérait avoir la chance de suivre un véritable entraînement d'assassin, mais il n'aime pas accepter de l'aide gratuite, alors il demande à Saran s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour lui en échange. Saran répond qu'il aimerait juste en savoir plus sur le monde d'où vient Akira, car il pense que ce serait intéressant à découvrir. Les deux commencent officiellement à travailler ensemble. Au cours des semaines suivantes, Akira apprend l'histoire de ce monde et découvre qu'il existe des continents séparés peuplés d'elfes et de créatures mythologiques. Par la suite, Saran forme Akira, tandis que Gilles s'occupe de la formation des autres héros. Une nuit, cependant, Akira rend visite à Saran parce qu'il a trouvé un livre étrange dans les archives du château. Saran révèle que c'est lui qui a caché ce livre pour qu'Akira le trouve, et qu'il contient des détails sur un plan de coup d'État. Il dit que le roi n'est plus apte à gouverner ce royaume, car il est prêt à payer un prix horrible pour son propre intérêt. Cela ne convient pas à Saran et aux autres chevaliers, mais il souhaite maintenir la situation aussi pacifique que possible afin d'éviter tout bain de sang inutile. Akira pense qu'il aurait été beaucoup plus facile de simplement tuer le roi lorsqu'il en avait l'occasion, mais Saran lui dit que tuer un homme n'est pas un fardeau facile à porter, surtout pour un adolescent comme lui. Ce n'est pas parce qu'il est un assassin qu'il est obligé de tuer. Akira apprécie les conseils de Saran, mais lui demande pourquoi il s'est autant occupé de lui, alors qu'il n'avait rien à y gagner. Saran répond que lorsqu'il a été invoqué pour la première fois, Akira était le seul à vraiment réfléchir aux choses et à ne pas simplement suivre le mouvement. De plus, rares sont ceux qui pourraient supporter ce qu'Akira a vécu et en sortir plus fort. Akira se sent un peu gêné, car il a vécu toute sa vie ignoré par tous ceux qui l'entouraient. C'est la première fois que quelqu'un le félicite autant. Saran a une faveur à lui demander, car il a vraiment besoin d'aide pour le coup d'État qu'il a en tête. Akira répond qu'il va y réfléchir. À la fin du mois, la formation des héros est enfin terminée. Le moment est donc venu pour eux tous de descendre dans le donjon. Mais alors qu'ils défilent dans les rues, Akira remarque quelqu'un qui les observe d'un air menaçant. Il s'approche alors discrètement derrière la jeune fille. Akira veut simplement savoir pourquoi elle semble si hostile envers les héros, alors que tous les autres semblent les soutenir. La jeune fille lui demande s'il ne sait vraiment pas ce que le royaume doit sacrifier pour les convoquer ici. C'est la première fois qu'Akira entend parler d'un sacrifice, il n'est donc pas sûr de ce dont elle parle. Elle lui dit qu'il devrait découvrir la réponse par lui-même, car ce ne sera pas la dernière fois qu'ils se verront. Alors que le groupe se dirige vers le donjon, il est contraint de combattre un groupe d'orques. Akira suggère de battre en retraite pour le moment, et Saran est d'accord, car ils ont déjà suffisamment progressé. Il utilise son talent avec l'épée divine pour ouvrir un passage vers la sortie et dit à tout le monde de courir aussi vite que possible. Cependant, après avoir franchi la porte, ils se retrouvent encerclés par d'autres monstres, et leur chance de s'échapper semble mince. À ce moment-là, Tsukasa se souvient qu'avant de partir en mission, la princesse lui avait donné une bombe fumigène spéciale qui, selon elle, effraierait les monstres. Il décide de l'essayer et la lance sur les ogres. À sa grande horreur, la bombe fumigène transforme l'ogre en un minotaure, bien plus fort que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à présent. Lorsqu'Akira et Gilles arrivent, le groupe est déjà au bord de la défaite. Akira passe immédiatement à l'action et tente de poignarder le minotaure, mais sa peau est trop dure pour être transpercée et son épée se brise.
Akira est contraint de battre en retraite et trouve Tsukasa agenouillé sur le sol, un bras cassé. Tsukasa n'arrive pas à accepter le fait qu'il ne soit pas assez fort pour vaincre le Minotaure seul. Akira sait que Tsukasa a un sens aigu des responsabilités, mais il n'a jamais été du genre à craquer sous la pression de cette manière, il a donc le sentiment que quelqu'un lui a fait quelque chose. Akira demande à l'exorciste du groupe d'essayer de lancer le sort de malédiction sur Tsukasa pour voir ce qui se passe. Comme prévu, les restes d'une malédiction flottent au-dessus de sa tête, ce qui lui fait comprendre que quelqu'un a certainement planifié toute l'attaque. Alors que la malédiction de Tsukasa est dissipée, Akira dit à Saran qu'il a l'intention d'essayer sa nouvelle capacité. Saran lance alors un éclair contre le Minotaure et, tandis que le monstre est foudroyé, Akira active sa magie de l'ombre. Des vrilles sombres commencent à émerger de l'ombre et transpercent le Minotaure. Une fois immobilisé, Akira commence à le traîner dans l'ombre jusqu'à ce que le monstre soit complètement dévoré, ne laissant que sa tête. Cependant, bien qu'il ait réussi à tuer le Minotaure, il ne maîtrise pas encore pleinement ses pouvoirs obscurs. Akira commence alors à lutter pour empêcher son pouvoir de lui échapper. Heureusement, Saran vient à son secours pour l'aider à rester calme jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à retirer les ténèbres. Après la bataille, tout le monde retourne au château et Saran félicite Akira pour le succès de la mission. Bien que son pouvoir sur les ombres soit incroyablement puissant, il lui coûte également très cher. Saran dit à Akira de ne l'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Saran lui remet également un katana et lui dit que la lame a été forgée par le premier héros invoqué il y a plusieurs siècles. Akira se demande cependant pourquoi Saran la lui donne plutôt qu'aux héros actuels, Tsukasa. Saran explique que Tsukasa a déjà reçu l'épée sacrée pour l'utiliser au combat. De plus, le roi remarquerait certainement que quelque chose ne va pas s'il voyait Tsukasa brandir le katana, car Saran l'a pratiquement volé dans l'armurerie royale. Akira accepte donc le katana et trouve fantastique de pouvoir utiliser la même épée que le héros précédent. Il se souvient de ce qui est arrivé à Tsukasa, et la malédiction persiste, alors Akira a l'intention de découvrir pourquoi. Plus tard dans la nuit, Akira se faufile dans la chambre de la princesse et la surprend en train de renforcer la malédiction sur Tsukasa à l'aide d'un cristal magique afin de le transformer en marionnette. Akira coupe alors le cristal en deux, ce qui devrait lever la malédiction, pour l'instant. Il pointe son épée vers sa gorge et lui demande pourquoi elle fait cela. La princesse répond que tout ce qu'elle fait est pour le bien du roi. En l'observant de plus près, il remarque qu'elle aussi est sous emprise, et qu'il ne serait pas juste de la tuer si elle n'agit pas de son plein gré. Akira s'en va donc. Cependant, elle révèle qu'elle possède d'autres cristaux maudits pour chacun de ses camarades de classe et commence à les utiliser. Peu après, Akira apporte les cristaux à Saran, qui lui demande s'il en sait quelque chose. Saran murmure qu'il ne peut pas croire que le roi n'ait pas encore abandonné. Il demande à Akira s'il s'est révélé à la princesse pendant qu'il détruisait le cristal. Il admet l'avoir fait, mais uniquement parce qu'il voulait découvrir pourquoi elle faisait tout cela. Saran lui dit qu'à ce stade, la princesse n'est rien d'autre qu'une marionnette entre les mains du roi. Saran conseille alors à Akira de ne plus dormir dans l'enceinte du château. La princesse va certainement essayer de maudire tout le monde, sauf Tsukasa, mais pour l'instant, elle ne sait pas qui est Akira, elle n'a donc aucun contrôle sur lui. Saran est sûr que les gardes passeront la nuit à fouiller chaque recoin du château. Akira dit qu'il est reconnaissant d'avoir quelqu'un comme Saran qui prend soin de lui. Saran répond que s'il veut vraiment exprimer sa gratitude, Akira devrait l'emmener avec lui une fois qu'il aura enfin trouvé un moyen de retourner au Japon. Akira passe la nuit dans l'un des arbres, mais il est réveillé par un grand remue-ménage au château. Il s'approche pour voir ce qui se passe. Il trouve quelques gardes et ses camarades de classe réunis, et lorsque Tsukasa le voit approcher, il est soulagé de revoir Akira. Akira est heureux de voir que la malédiction qui pesait sur Tsukasa a été levée, mais son ami lui demande où il était. Akira explique qu'il faisait juste une sieste et demande ce qui se passe. À sa grande horreur, il trouve le commandant Saran étendu sur le sol, un poignard planté dans la poitrine. Soudain, tous ses camarades de classe se retournent contre lui, l'accusant d'être le meurtrier. Le poignard dans la poitrine de Saran est le même que celui qu'ils ont vu Akira utiliser la veille. Ce serait une preuve accablante contre lui, mais ils ont vu le poignard se briser contre le Minotaure, donc il ne peut pas être à lui. Malgré cela, ses camarades de classe disent tous qu'il est trop suspect parce qu'il disparaît et réapparaît quand il le souhaite. Akira comprend que la princesse a dû maudire tous ses camarades de classe pour les pousser à agir ainsi. Tsukasa tente cependant de défendre Akira, car il n'est pas juste de l'accuser de meurtre sans aucune preuve. Soudain,
le roi apparaît et annonce qu'Akira est accusé de trahison pour le meurtre du commandant Saran. Akira comprend qu'il a été piégé. Alors que les gardes s'apprêtent à le poignarder, il active son pouvoir de dissimulation et disparaît. Le roi ordonne alors à ses hommes de le rechercher. Pendant ce temps, Akira s'approche furtivement de Gilles, car il sait que c'est une personne de confiance. Il apprend que les véritables coupables de la mort de Saran sont les assassins personnels du roi. Gilles explique que Saran avait prévu que quelque chose de ce genre allait se produire, et qu'il avait donc préparé à l'avance un sac avec des provisions à donner à Akira. Akira remercie Gilles pour cette information et quitte le royaume peu après. Cette nuit-là, le roi et la princesse se rencontrent pour discuter de l'avancement du plan, et le roi est sincèrement surpris de la facilité avec laquelle Saran a été éliminé. Il ne leur manque plus qu'une justification pour déclencher une guerre avec la nation orientale. Le roi révèle que les étudiants lui seront utiles dans cette guerre. Quant à celui qui a réussi à s'échapper, il est certain qu'un garçon comme lui ne pourra pas survivre seul dehors, mais il dit à la princesse d'envoyer les corbeaux assassins à sa poursuite. Pendant ce temps, Akira vient d'arriver au donjon, car Saran lui a dit que c'était le meilleur endroit où se cacher. Malgré la capacité de dissimulation d'Akira, il y a beaucoup de monstres là-dessous qui peuvent le repérer grâce à leur odorat ou leur ouïe développée. Mais à mesure qu'Akira gagne des niveaux dans la classe assassin, il finit par être capable de masquer son odeur, le bruit de ses pas et même sa signature thermique, jusqu'à devenir vraiment impossible à détecter. Il y a des boss tous les 10 niveaux et, une fois entré dans la salle du boss, il ne peut pas en sortir tant qu'il ne l'a pas tué. Dès qu'il entre, il se retrouve immédiatement face à une chimère. Bien qu'il parvienne au début à esquiver ses attaques, il est pris au dépourvu lorsque sa queue de serpent commence à cracher du venin. En raison des dégâts subis, il ne peut plus se déplacer aussi rapidement qu'auparavant, et la chimère parvient à lui transpercer le dos avec ses griffes. Akira décide de jouer sa carte maîtresse et lance un sort d'ombre pour anéantir complètement la chimère. La capacité de l'ombre reconnaît que son maître risque de mourir, alors elle passe automatiquement du mode attaque au mode récupération et commence à soigner ses blessures. Pendant ce temps, au château, Tsukasa vient de demander à tout le monde de quitter le château avec lui. Il lui demande s'il veut dire qu'il veut partir à la chasse au roi des démons dès maintenant, et que cela semble être une bonne excuse. Tsukasa accepte, mais ses camarades de classe lui disent de se taire et de s'asseoir, car ils ne vont nulle part. Il se rend compte que leur comportement doit être un effet de la malédiction dont Saran lui a parlé avant d'être tué. Si tous ses camarades de classe sont sous emprise mentale, alors il devra partir seul. Cependant, à sa grande surprise, certains de ses camarades de classe acceptent vraiment de partir avec lui. Quelques heures plus tard, ils sont tous hors des limites de la ville. Ils sont surpris d'avoir pu sortir aussi facilement, mais cela semble logique, étant donné que leur excuse était qu'ils voulaient combattre le Seigneur des démons. Tsukasa se demande pourquoi les autres ont choisi de se joindre à lui, alors Yuki lui dit qu'il ne pense pas que quiconque ici soit actuellement affecté par la malédiction de la princesse. Kyosuke ajoute qu'il pense que ses actions ont peut-être contribué à les libérer de la malédiction, car même s'il n'est pas sûr de la raison pour laquelle il l'a fait, il a de vagues souvenirs de lui-même se faufilant dans la chambre de la princesse et brisant un tas de cristaux. Nous découvrons que c'est Gilles qui en est responsable, car il a utilisé son pouvoir de manipulation pour prendre le contrôle du corps de Kyosuke afin d'annuler la malédiction. Alors que le groupe quitte le royaume, Kyosuke pense qu'il doit trouver un moyen de retrouver Akira. La plupart de ses camarades de classe ne parlaient pas beaucoup à Akira, mais un jour, alors qu'il rentrait de l'école, Kyosuke tomba par hasard sur Akira qui travaillait sur un chantier de construction. C'était la première fois qu'ils se rencontraient en dehors de l'école, alors Akira lui demanda de garder son travail secret, car il ne voulait pas que sa sœur le découvre. Kyosuke a promis de garder le secret, car il savait ce que cela signifiait de s'occuper d'une petite sœur, et ils ont découvert que leurs deux sœurs étaient les meilleures amies. Pendant ce temps, dans la prison souterraine, Akira vient de reprendre conscience. Pour une raison quelconque, il se souvient avoir fait un rêve sur le jour où il a rencontré Kyosuke. Il est tout aussi inquiet pour sa mère et sa sœur au Japon. Il se rend soudain compte qu'il ne ressent pas de douleur lancinante. Il découvre également que ses statistiques ont considérablement augmenté après avoir vaincu la chimère. Il remarque également que son niveau de compétence est désormais au niveau 3 et ne comprend pas comment il a pu augmenter autant après ne l'avoir utilisé qu'une seule fois. Plus tard, dans le donjon, il tombe sur une boue géante et, après l'avoir coupée, il trouve à l'intérieur une jolie elfe. Il pense que c'est l'occasion idéale d'essayer l'une des nouvelles compétences qu'il a acquises en passant au niveau supérieur, à savoir les yeux du monde.
Soudain, toutes les informations sur la vie de la jeune fille envahissent l'esprit d'Akira. Mais il lui est trop difficile de tout assimiler, alors il annule la compétence. La jeune fille n'a plus que 2% de ses points de vie, alors Akira l'emmène au 69e étage pour qu'elle puisse se reposer. Plus tard, elle se réveille et Akira lui donne de l'eau pour qu'elle se sente mieux. Il dit à Amelia qu'elle devrait dormir encore un peu pour bien récupérer, mais elle répond qu'elle a trop faim pour dormir, alors il lui prépare un porridge copieux. Elle est surprise qu'il se donne la peine de prendre soin d'elle, même s'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Quelques heures plus tard, Amelia a retrouvé toutes ses forces, et elle et Akira arrivent au 80e étage. Akira se demande pourquoi elle le suit, car il pensait qu'elle voulait retourner à la surface dès que possible. Mais Amelia lui dit qu'elle est descendue ici pour terminer le donjon, tout comme lui. Les deux se feraient un chemin jusqu'à la salle du boss et sont attaqués par un dragon. Amelia utilise la magie de la gravité pour alourdir le dragon, tandis qu'Akira lui assène le coup fatal. Cependant, le dragon parvient à le localiser et le frappe en plein vol. Amelia lui dit que le dragon suit probablement la trace de son mana, et qu'il devrait donc le disperser dans l'environnement, mais Akira ne sait pas comment s'y prendre. Il fait donc de son mieux et utilise son mana pur pour lancer une attaque contre le dragon avant de le poignarder à mort dans les yeux. Le dragon tombe à terre, vaincu, mais Amelia est perplexe face à ce qu'Akira vient de faire. Il lui explique alors qu'il ne savait pas comment diffuser son mana dans l'environnement, alors il a simplement utilisé le mana environnant pour attaquer. Amelia est choquée d'apprendre qu'il est capable d'une telle chose. Mais avant qu'elle ne puisse demander plus d'informations, le cadavre du dragon se met soudainement à briller. La lumière s'éteint et le dragon se transforme en un gros chat noir. Amelia découvre qu'il appartient à la classe des métamorphes, ce qui signifie qu'il n'est pas un vrai dragon. Akira comprend qu'elle utilise son œil du monde pour obtenir ces informations du chat. Amelia se demande pourquoi il ne l'utilise pas plus souvent, et Akira avoue qu'il est trop faible pour le contrôler. Amelia lui conseille de l'utiliser plus souvent afin de se familiariser avec lui. Le chat reprend conscience et exprime sa déception d'avoir été vaincu par un groupe d'enfants. Le chat révèle qu'il est un animal intelligent créé par le Seigneur des démons, et non un monstre ordinaire. Le chat demande quelques minutes pour leur annoncer le message du Seigneur des démons. Le Seigneur des démons parle à travers le chat et ordonne à Akira de se rendre à Volcano, le pays des démons. Il l'attendra dans son château. Akira est surpris que le Seigneur des démons le connaisse. Il se demande comment le Seigneur des démons savait qu'il serait dans le labyrinthe. Le chat avoue qu'il n'en a aucune idée, car les pensées du Seigneur des démons dépassent son entendement. Le chat accepte volontiers de mourir de la main d'Akira, mais Akira refuse de le faire. Le chat rappelle à Akira que tous les démons sont les ennemis des humains, et qu'il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'ils fassent preuve de miséricorde. Akira répond qu'il s'en moque et souligne que les démons ne sont pas la seule espèce qui peut être maléfique. Amelia lui rappelle qu'ils ne peuvent pas quitter la pièce tant que le boss n'est pas tué. Le chat insiste pour qu'Akira le tue, mais Akira refuse car il aime les chats. Akira dit que s'il fait du chat noir son familier, celui-ci cessera d'être le boss du labyrinthe. Le chat fait remarquer que le rituel du pacte nécessite un contrôle exceptionnel du mana. Akira se demande ce qui se passera s'il échoue et le chat répond qu'ils pourraient tous deux mourir. Akira décide de prendre le risque, mais Amelia s'inquiète qu'il puisse gâcher sa vie trop facilement. Akira demande quelles sont les procédures du rituel et Amelia lui dit de commencer par donner un nom au chat. Akira pose sa main sur le chat et l'appelle Night, en raison de son magnifique pelage sombre. Amelia lui dit de poser sa main sur la patte de Night et de canaliser son mana en lui. Il suit ses instructions et pose sa main sur Night. Son esprit est transporté dans l'esprit de Night et il se retrouve à tomber dans une ville dévastée par le feu. Il voit Night qui devient fou et lui crie d'arrêter sa rage. Le chat se tourne vers lui et lui lance une boule de feu. Akira bloque la plupart des dégâts, mais est blessé à l'épaule. Night lui ordonne de dégainer son épée et de le tuer, car il n'y a pas d'autre moyen de sortir de son esprit. Le corps d'Akira dans le monde réel reflète ses blessures. Akira se précipite vers Night. Night sort ses griffes pour se défendre, mais Akira se laisse poignarder intentionnellement. Night se demande pourquoi Akira insiste pour le laisser vivre au lieu de le tuer et d'obtenir une issue gratuite. Akira souligne qu'il ne tuera pas Night, mais Night lui rappelle qu'il est un monstre, mais Akira s'en moque. Akira promet de prendre soin de lui et de le surveiller afin qu'il ne cause pas de destruction comme il l'a fait dans ses souvenirs. Night se transforme en chat domestique et se blottit dans les bras d'Akira.
Akira retourne dans le monde réel et la marque sur la tête de Night se transforme pour correspondre au symbole sur la main d'Akira. Night reprend conscience et exprime son enthousiasme pour ce que l'avenir leur réserve à tous les deux. Soudain, un cercle de téléportation apparaît et Night est soulagé que leur idée ait fonctionné. Akira est impatient de partir, mais il sait que Night ne peut pas encore bouger. Alors il se demande quoi faire. Night révèle que le cercle ne disparaîtra pas tant qu'il n'aura pas été utilisé. Il demande donc quelques minutes pour se reposer et récupérer. Pendant ce temps, les autres héros arrivent dans la ville de Yamato. Tsukasa est surpris, car il ne s'attendait pas à ce que les rumeurs sur l'existence de la ville soient vraies. Yuki est impatiente d'explorer la ville, car elle en est déjà tombée amoureuse. Il trouve un logement et change de vêtements. Les filles rejoignent les garçons à table et commencent à manger. Après le déjeuner, Tsukasa suggère de discuter de l'avancement de leur mission. Il fait remarquer qu'ils sont à court d'argent et qu'ils doivent donc trouver rapidement un travail. Rinu suggère de devenir aventurier. Il est sûr qu'il y a une guilde à proximité où ils peuvent s'inscrire, car ils ont croisé des aventuriers en chemin. Tsukasa dit qu'ils ont besoin d'informations car ils ne savent pas grand-chose de ce nouveau monde. Rantru suggère de parler à autant de personnes que possible et de lire tous les livres qu'ils trouvent. Waki doute cependant qu'ils trouvent un livre expliquant comment retourner dans leur monde d'origine. Tsukasa révèle que leur meilleure chance de retourner dans leur monde est de vaincre le Seigneur des démons, comme l'a ordonné le roi. Kyosuke se demande pourquoi il en est si sûr, et Tsukasa révèle qu'ils pourront négocier avec le roi et la princesse en tant que héros s'ils remplissent leurs obligations. Il conclut qu'ils partiront à la recherche du Seigneur des démons une fois qu'ils auront récolté suffisamment d'argent. Kyosuke suggère cependant qu'ils doivent trouver Akira, car il est beaucoup plus fort que tous. Il est certain qu'Akira les trouvera et les aidera à vaincre le Seigneur des démons, car ils ne pourront pas y parvenir seuls. Rantru est d'accord avec Kyosuke, mais Waki leur rappelle qu'Akira est le principal suspect dans le meurtre du commandant Saran. Kyosuke rejette ses soupçons, car ils ont été trompés par la malédiction de la princesse. Yuki doute qu'Akira accepte de les accompagner, car il exécutait déjà son plan lorsqu'ils étaient ensemble dans le château. Tsukasa révèle cependant qu'ils devront compter sur leur coordination pour vaincre le Seigneur des démons, car il est le seul à posséder l'épée sacrée capable de le vaincre. Tsukasa conclut qu'ils attendront Akira et qu'ils resteront en ville tant qu'il y aura des monstres dans la région qu'ils pourront utiliser pour affiner leurs compétences. Tout le monde est d'accord avec son plan et il leur ordonne de se mettre au travail. Pendant ce temps, dans la grotte, Amelia révèle qu'elle a été bannie de son pays natal et comment elle a réussi à échapper aux chasseurs d'elfes qui voulaient la tuer. Elle est tombée à la mer et a été engloutie par un énorme slime lorsqu'elle a été ramenée sur le rivage. La fois suivante où elle a ouvert les yeux, elle a rencontré Akira. Night est surpris qu'elle ait été avalée par un slime, car ceux-ci ne mangent généralement pas les elfes. Amelia révèle qu'elle est reconnaissante au slime, car elle n'aurait jamais rencontré Akira si le monstre ne l'avait pas avalée. Akira insiste pour qu'elle retourne dans sa ville natale et règle les choses avec ses proches, mais Amelia révèle qu'elle n'a plus de maison. Akira est certain qu'elle peut en parler à sa sœur, mais elle insiste sur le fait que cela ne marchera jamais. Il comprend ses raisons, car il a une petite sœur, tout comme elle. Akira se souvient quand il lui a acheté un nouveau téléphone parce que l'ancien avait l'écran cassé. QI l'a réprimandé pour avoir fait des heures supplémentaires et perdu des heures de sommeil juste pour lui acheter un cadeau qu'elle n'avait pas demandé. La mère s'est immiscée dans leur conversation et ils ont tous deux été surpris, car elle n'aurait pas dû bouger autant. Elle les rassure en leur disant qu'elle va bien. La mère explique à Igui qu'Akira lui a acheté le téléphone uniquement parce qu'il l'aime. QI décide finalement de fermer les yeux sur son erreur et d'accepter le cadeau. Akira explique qu'il est normal que les familles se disputent, mais que cela ne rompt jamais les liens qui les unissent. Il exprime son désir de retourner dans son monde pour revoir sa famille, mais révèle qu'il doit d'abord venger la mort de Saran. Sa soif de sang est si intense qu'elle effraie Amelia. Night va la consoler et avertit Akira de contrôler ses sentiments. Il s'excuse alors de s'être laissé emporter par ses émotions. Night lui rappelle que si l'un d'eux meurt, l'autre perdra également la vie en raison de leur pacte. Akira est conscient de cette condition, mais cela lui est égal car il peut communiquer avec Night dans son esprit, quelle que soit la distance qui les sépare. Amelia est jalouse de Night car Akira est plus proche du chat d'elle. Après s'être reposé, Akira demande à Night où mène le cercle de téléportation, et Night admet qu'il ne le sait pas. Il souligne que seuls quelques démons peuvent créer et utiliser des cercles magiques. Amelia révèle qu'elle a entendu dire que les cercles de téléportation bleus emmènent ceux qui les utilisent où ils le souhaitent. Mais si plusieurs personnes l'utilisent, le cercle ne répond qu'à un seul utilisateur.
Akira n'aime pas cette condition, car il ne serait pas sûr de leur destination s'ils l'utilisaient tous en même temps. Amelia révèle qu'elle se moque de l'endroit où elle finira, tant qu'elle reste avec lui. Akira est convaincu par sa réponse, alors ils entrent tous dans le cercle. Il envisage d'utiliser le cercle pour rentrer chez lui, mais rejette cette idée, car il ne veut pas y retourner dans les conditions actuelles. Soudain, ils sont téléportés sur le premier continent, qui est le pays des elfes. Akira est satisfait de la distance parcourue, mais Amelia est prise d'une crise de panique car elle ne voulait pas y retourner si tôt. Un chasseur lui tire soudainement une flèche depuis la forêt, mais Akira réagit assez rapidement pour la pousser hors de la trajectoire. Le chasseur tire une autre flèche, mais Akira la repousse avec son couteau de lancer. Il s'approche et menace de couper la tête du chasseur s'il tire une autre flèche. Amelia reconnaît le chasseur comme étant Liam. Il lui révèle que le continent n'est plus sa maison car elle n'est plus reconnue comme leur princesse. Il lui conseille de continuer à fuir, mais Akira le met hors d'état de nuire, car il en a assez de ses discours. Amelia le remercie, mais il lui répond qu'il n'y a pas de quoi, car ils sont encerclés. Elle regarde autour d'elle dans la forêt et voit des dizaines de chasseurs qui pointent leurs flèches vers elle. Soudain, Kilika sort de la forêt et elle jure de lui faire payer ses crimes. Elle ne la laissera pas s'en tirer à bon compte comme la dernière fois. Akira se rend alors compte qu'il s'est trompé au sujet des familles, car la querelle entre les sœurs est bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Avant tout cela, la vie d'Amelia se déroulait plutôt bien. Elle devait devenir la prochaine souveraine du royaume des elfes et elle entretenait d'excellentes relations avec sa sœur, du moins le croyait-elle. Peu à peu, tous ses conseillers et gardes commencèrent à se retourner contre elle, jusqu'au jour où Kilika l'accusa soudainement d'avoir commis un crime. Sans mener d'enquête, les gardes conclurent qu'Amelia devait être coupable, car elle était la fille maudite. Elle fut contrainte de fuir le royaume avant que Kilika et les gardes ne puissent la capturer. Dans le présent, elle tente de dire à Kilika qu'elle partira de son plein gré, mais Kilika est déterminée à capturer Amelia. Cependant, avant que Kilika ne puisse faire quoi que ce soit, Akira protège Amelia. Kilika demande à Akira qui il croit être pour s'immiscer dans les affaires des elfes, mais il répond qu'il a rencontré Amelia la veille et qu'il l'aime bien, donc il ne permettra pas à Kilika de lui parler de cette façon. Il lui demande quel crime Amelia a commis, et Kilika révèle un gros bleu sur tout son bras. Elle dit à Akira qu'Amelia l'a empoisonné avec une potion. Faire du mal à un autre membre de la famille royale est absolument impardonnable. Amelia se défend et dit que ce qu'elle a donné à Kilika était une potion, mais Kilika répond que personne ne le croira jamais. Kilika s'approche alors d'Akira et le regarde droit dans les yeux. Amelia comprend immédiatement ce qu'elle essaie de faire, alors elle avertit Akira de s'éloigner d'elle, mais il est déjà trop tard. Kilika déclare que son sort hypnotique est déjà actif. Le cœur d'Akira lui appartient désormais, ce qui signifie qu'Amelia n'a plus aucun allié. Amelia hurle à Kilika d'annuler son sort et de s'excuser auprès d'Akira, car il devrait pouvoir décider lui-même qui il aime. Voir Amelia aussi en colère surprend Kilika, car elle a toujours su que sa sœur était une personne faible et sans caractère. À ce moment-là, Akira intervient et dit à Amelia de se calmer, car il n'est sous l'emprise d'aucun sort. En effet, les pouvoirs mentaux ne fonctionnent efficacement que sur les personnes les plus faibles. Il dit à Kilika qu'elle devra retirer les fausses accusations qu'elle a portées contre Amelia. Kilika lui demande ce qui lui fait penser que ces accusations sont fausses. Akira lui explique qu'il sait qu'Amelia n'est pas le genre de personne à empoisonner un membre de sa propre famille. Kilika comprend qu'elle ne parviendra pas à convaincre Akira de lui livrer Amelia, alors elle ordonne à tous ses gardes de le tuer immédiatement, mais avant qu'ils ne puissent l'attaquer, le roi de la nation des elfes arrive et leur ordonne de baisser leurs armes. Kilika est choqué de le voir là, car il était censé être en voyage d'inspection pendant les mois à venir, mais il explique qu'un incident s'est produit et qu'il est revenu plus tôt que prévu. Le roi comprend immédiatement qu'elle a dû utiliser son pouvoir hypnotique pour contrôler les gardes. Il lui ordonne de les libérer immédiatement, puis s'approche d'Amelia pour s'excuser et lui assure que Kilika sera puni pour ses actes. Il se tourne ensuite vers Akira et lui ordonne de partir immédiatement, car il n'y a aucune raison pour qu'un humain se trouve sur le territoire des elfes. Amelia tente de défendre Akira et dit à son père que c'est lui qui l'a sauvé et ramené ici. Cependant, bien que le roi soit reconnaissant à Akira d'avoir ramené Amelia auprès de lui, il continue à ne pas apprécier les humains et ordonne donc à Akira de partir. Amelia dit alors qu'elle partira aussi, mais le roi se met en colère et dit qu'il ne le permettra pas. Amelia est la seule en qui il a confiance pour gouverner le royaume après sa mort, il ne la laissera donc pas partir. Akira répond cependant que c'est à Amelia de décider.
Le roi ordonne à Akira de rester en dehors de cela, car cela ne le concerne pas. Akira n'est pas un sujet du roi, il n'a donc aucune raison d'obéir à ses ordres. Le roi lance alors un défi à Akira, à condition que le perdant obéisse aux ordres du vainqueur, et Akira accepte. Le roi déclare que le duel aura lieu au pied de l'arbre sacré, conformément à leur tradition. Alors qu'il marche vers l'arbre, Akira se souvient que Kilika a qualifié Amelia de fille maudite, et il lui demande ce que cela signifie. Amelia explique qu'il existe une ancienne légende elfique selon laquelle chaque fois que des jumeaux naissent, l'un d'eux sera différent de ses parents. On dit que cet enfant apporte le malheur sur terre. C'est pour cette raison qu'on les appelle les enfants maudits. Autrefois, les gens tuaient le jumeau différent à la naissance, et Knight est surpris d'apprendre que les elfes continuent d'y croire malgré le fait que la légende ait été démontrée comme étant une simple superstition il y a longtemps. Amelia dit que ce n'est généralement plus un problème, mais Kilika en parle souvent ces derniers temps parce que la couleur de ses yeux et de ses cheveux est différente de celle du reste de sa famille. Il est assez évident que Kilika utilise simplement cela comme excuse pour éloigner Amelia. Ils finissent par arriver à l'arbre sacré. Comme c'est Kilika qui a déclenché tout ce chaos, c'est elle qui affrontera Akira dans le duel. Avant le début du combat, Akira décide qu'il n'utilisera pas son pouvoir d'occultation, car cela n'aurait aucun sens de gagner si personne ne pouvait le voir clairement. Amelia prévient Akira que Kilika est la meilleure épéiste parmi les elfes. Akira remarque qu'Amelia semble avoir une grande estime pour Kilika, malgré tout ce qui s'est passé. Elle lui explique alors qu'elles étaient très proches lorsqu'elles étaient petites. Au début du combat, Kilika dégainait son épée, mais Akira décide de se battre avec son épée encore dans son fourreau. Kilika lui demande s'il se moque d'elle en ne prenant pas le combat au sérieux, mais Akira répond simplement qu'il ne veut pas risquer de la tuer accidentellement pendant le combat. Dès que le combat commence, Kilika attaque Akira et lui assène une série de coups précis visant ses points vitaux, mais Akira parvient à les esquiver tous. Il admet que Kilika mérite certainement le titre de meilleur épéiste, mais qu'il est tout simplement trop rapide pour elle. Il dit à Kilika d'abandonner avant de se blesser, mais elle refuse d'être sous-estimée et active son atout. Une tornade de vent commence à entourer sa lame, tandis qu'elle lance une violente rafale en direction d'Akira. Pendant un instant, Akira est pris au dépourvu, mais il finit par réussir à esquiver l'attaque. Knight reconnaît la technique de Kilika comme une magie améliorée, et Amelia explique qu'elle est la seule elfe capable de l'utiliser. Kilika est capable de lancer de puissantes attaques de vent à sa guise. À un moment donné, Akira remarque que Kilika semble vraiment triste. Il lui demande pourquoi, et elle essaie de le nier, disant qu'elle est plus heureuse que jamais, mais Akira lui dit qu'elle lui semble malheureuse. Kilika ne veut plus écouter les questions indiscrètes d'Akira, alors elle lance une autre attaque contre lui. Mais il s'abaisse facilement et lui fait un croche-pied, la faisant tomber au sol. Quand elle se relève, Akira pointe son épée sur son cou, lui montrant qu'il aurait pu la tuer s'il l'avait voulu. Il demande une fois de plus à Kilika de se rendre et de faire la paix avec Amelia, mais Kilika refuse. Elle dit qu'elle ne ferait jamais la paix avec quelqu'un qui lui a tout volé. Elle commence alors à lancer des rafales de vent dans toutes les directions. Elle dit qu'elle n'a plus rien parce qu'Amelia et sa nature divine lui ont tout pris. Kilika s'entendait très bien avec Amelia, mais on a ensuite découvert qu'Amelia possédait la classe légendaire de fille de la divinité. Une fois maîtrisée, elle aurait pu devenir l'une des personnes les plus puissantes du continent. À partir de ce jour, rien de ce que Kilika faisait n'était jamais assez bien. Amelia essaie de lui dire que ce n'est pas vrai, mais Kilika ne veut pas l'écouter. À ce moment-là, Liam s'approche d'Amelia et lui demande de l'aider à sauver Kilika. Elle comprend immédiatement ce qu'il essaie de faire. Elle grimpe sur le dos de Knight et utilise le pouvoir de la branche de l'arbre sacré que Liam lui a donné pour lancer un sort de purification et libérer tout le monde du sort hypnotique de Kilika. Kilika déclenche sa plus puissante rafale de vent et Akira est obligé d'utiliser sa magie de l'ombre pour la contrer. Il finit par réussir à renverser Kilika, lui faisant perdre l'envie de se battre. À ce moment-là, Liam et Amelia s'approchent et Kilika leur demande s'ils sont là pour se moquer d'elle maintenant qu'elle a été vaincue. Liam lui répond que ce n'est pas le cas, car il est en réalité inquiet pour elle. Mais elle ne le croit pas, car elle pense que dès que le sort hypnotique a cessé de fonctionner sur lui, il s'est précipité aux côtés d'Amelia et l'a aidé à briser le sort. Amelia dit cependant à Kilika qu'elle se trompe, car Liam n'a jamais été sous son charme. Kilika pense qu'Amelia lui ment, et qu'il devrait donc l'exécuter, car elle ne veut plus vivre ainsi. Mais le roi dit que si quelqu'un doit être puni, c'est lui-même, car c'est lui qui a provoqué la transformation de Kilika. Le roi lui explique qu'il y a longtemps,
Il avait scellé certains de ses souvenirs pour la protéger, mais qu'il réalise maintenant que c'était une erreur. Il annule son sort d'oubli, et les souvenirs perdus de Kilika lui reviennent. Quand elle était petite, Kilika s'entraînait près d'un donjon. Mais un jour, un étrange personnage est apparu près de l'entrée et lui a dit qu'elle pourrait devenir plus forte beaucoup plus rapidement en utilisant l'une de ses sphères. Kilika, étant une enfant naïve, a attrapé les sphères et a couru dans le donjon pour les essayer. Cependant, après les avoir utilisées, une horde de monstres puissants apparut soudainement et elle comprit qu'il serait risqué de les combattre seule, alors elle s'enfuit. Normalement, les monstres du donjon ne devraient pas pouvoir en sortir, mais ceux-ci n'étaient pas des monstres normaux et, à ce rythme, ils allaient attaquer le village des elfes. Kilika décida donc de rester et de les combattre. Le chaos alerta les autres elfes du danger, et des renforts arrivèrent. Liam fut le premier à arriver, mais il fut immédiatement transpercé à la poitrine par un gobelin et Kilika dut regarder son ami mourir sous ses yeux. Le traumatisme et la culpabilité liés à ce qui s'était passé détruisirent l'esprit de Kilika. Le roi a donc choisi de sceller ses souvenirs douloureux pour la protéger de la vérité. Liam n'a pas été le seul à mourir dans cette bataille. Mais la situation a ensuite été sauvée grâce à Amelia, qui a utilisé sa magie divine pour créer deux sorts, la magie de la gravité et la magie de la résurrection. Elle a réussi à ramener à la vie tous ceux qui étaient morts. Mais comme Kilika était la seule à ne pas savoir ce qui s'était passé, toutes les personnes impliquées s'éloignèrent d'elle. Elle interpréta cet éloignement comme un désintérêt de leur part, car elle n'était pas comme Amelia. Kilika fond en larmes lorsqu'elle réalise qu'elle a transformé sa sœur en ennemie à cause d'un stupide malentendu. Amelia dit cependant qu'elle ne pourrait jamais détester Kilika. Malgré ce qui s'est passé, la famille reste la famille. Ce soir-là, un banquet est organisé pour célébrer le changement de Kilika. Le roi remercie ensuite Akira d'avoir aidé à résoudre le problème. Comme promis, il accepte de laisser Amelia décider quoi faire, même si cela signifie qu'elle partira en voyage avec Akira. Le roi demande à Akira où il compte aller. Il répond qu'il se rend sur le continent des bêtes, car Knight lui a dit que c'était un excellent endroit pour acheter des armes et de l'équipement. Pendant ce temps, Kyosuke et le reste des camarades de classe d'Akira montent à bord d'un navire qui se dirige également vers le continent des bêtes. Au départ, ils avaient prévu d'attendre qu'Akira se manifeste, mais ils sont déjà devenus si forts que les monstres du donjon ne leur apportent plus d'expérience. Plutôt que de rester les bras croisés, ils ont donc décidé de se rendre sur le continent des bêtes pour améliorer leur équipement. Le lendemain, le roi des elfes prépare une escorte pour accompagner Akira et Amelia jusqu'aux frontières du royaume, afin qu'ils puissent poursuivre leur voyage. Pendant le trajet en calèche, Akira demande à Knight pourquoi il était si indécis pendant le drame avec les elfes, car il aurait certainement pu faire plus pour intervenir. Il explique qu'il ne voulait pas révéler qu'il était un démon, car tout le monde ne l'aurait pas accepté comme lui l'avait fait. Akira lui demande si le Seigneur des démons est d'accord, car il pourrait encore l'observer. Knight lui répond qu'il a raison, car ses yeux et ses oreilles sont toujours connectés au Seigneur des démons. Cependant, il n'a plus aucun contrôle sur ses actions, et Knight n'a aucune intention de trahir Akira. Akira est heureux de l'entendre, car il pourrait finir par se heurter au Seigneur des démons lorsqu'ils se rencontreront enfin. Mais Amelia a le sentiment que le Seigneur des démons veut être son ami et Knight partage le même sentiment, car le geste qu'Akira a fait hier a certainement suscité l'intérêt du Seigneur des démons. Peu de gens sont capables d'utiliser la magie de l'ombre au combat. À ce moment précis, Akira perçoit quelque chose plus loin. Après avoir jeté un coup d'œil avec un télescope, le cocher confirme qu'il y a effectivement un groupe de bandits plus loin. Malheureusement, les bandits les remarquent également et détiennent une jeune fille elfe en otage, menaçant de la tuer si Akira et les autres ne font pas exactement ce qu'ils leur disent. Amelia descend de la calèche et, dès que les bandits voient la couleur de ses cheveux, ils s'excitent car ils la reconnaissent comme l'une des princesses elfiques. S'ils l'offrent à l'orgramme, ils auront certainement une grosse prime. Cependant, tandis que les bandits ricanent entre eux, Akira active son pouvoir de dissimulation. En un instant, il met tous les bandits hors d'état de nuire. Akira commence alors à se demander qui est ce l'orgramme dont parlent les bandits. Heureusement, le cocher dit avoir déjà entendu parler de l'orgramme. Il informe Akira que Gram est un membre de la famille royale. Akira demande alors à l'homme de ramener les bandits au château des elfes. Pendant ce temps, lui et Amelia poursuivront leur voyage à pied. Peu après, Akira, Amelia et Knight montent à bord d'un bateau et, une fois arrivés à destination, Akira a l'intention de se procurer du nouvel équipement afin de pouvoir passer au niveau supérieur.
Akira dit qu'il doit continuer à s'améliorer s'il veut venger Saran. Knight dit que la ville vers laquelle il se dirige possède un labyrinthe, alors Akira veut monter de niveau une fois qu'ils y seront arrivés. Cependant, cela prendra au moins quelques jours, alors il dit qu'il devrait simplement se détendre et profiter du voyage jusqu'à ce moment-là. Amelia est enthousiaste car c'est la première fois qu'elle voyage en bateau et elle dit qu'elle a hâte de regarder le coucher de soleil avec Akira. Akira, quant à lui, est occupé à lire un livre que le père d'Amelia lui a offert. Ils arrivent enfin sur le continent du peuple des bêtes, et alors qu'ils descendent du bateau, Akira remarque que les humains sont les seuls à effectuer des travaux manuels ici, ce qui semble un peu étrange. Dans la ville, Akira est confronté à un groupe d'hommes-bêtes qui lui ordonne de quitter Amelia et de partir. Il se rend compte que les hommes-bêtes méprisent les humains et que traiter avec ces bouffons pourrait devenir un gros problème. Mais tout le monde se met à se moquer d'Akira, car il est impossible qu'un humain frêle puisse résister à leur force. Même si Akira pourrait facilement les battre, il choisit la solution la plus élégante et utilise sa magie de l'ombre pour les aveugler. Mais alors qu'ils entrent dans la ville, il remarque que beaucoup de gens les regardent fixement, et que leur regard semble être dirigé vers Knight. Knight explique qu'ici, les chats sont méprisés et craints. Plus tard dans la soirée, ils s'enregistrent dans un hôtel et, après avoir pris un copieux repas, Akira suggère d'aller se coucher. La chambre dispose de 2 lits, mais Amelia, rougissant, dit qu'ils sont si grands qu'elle et Akira pourraient probablement en partager un seul. En entendant cela, Akira est pris au dépourvu, alors Knight décide de sortir pour laisser un peu d'intimité aux deux. Amelia annonce qu'elle va prendre une douche, alors il ne sait pas quoi faire. Quand Amelia revient, elle trouve Akira utilisant la technique avancée de faire semblant de dormir. Elle décide alors de reporter les activités qu'elle avait prévues et se couche à côté de lui pour dormir un peu. Le lendemain matin, Knight revient dans la chambre et, lorsqu'il voit Akira et Amelia au lit ensemble, il suppose qu'ils ont finalement passé un bon moment. Il leur dit qu'un invité va bientôt arriver et qu'ils doivent donc s'habiller. Peu après, quelqu'un frappe à la porte. Alors Akira dit au visiteur qu'il peut entrer et un homme nommé Crow entre. Knight explique que Crow est le meilleur forgeron du continent. Normalement, Crow n'accepterait jamais ce genre de demande, mais comme c'est le cauchemar d'Adorea en personne qui la lui a faite, il n'a pas pu refuser. Amelia se demande ce que Crow voulait dire lorsqu'il a qualifié Knight de cauchemar d'Adorea. Mais elle n'a pas le temps de lui poser la question, car Crow demande à Akira de lui remettre son arme afin qu'il puisse l'inspecter. Il comprend qu'Akira l'a probablement trop utilisé récemment dans un labyrinthe, vu tous les dégâts qu'elle a subis. Akira demande également s'il peut fabriquer une vingtaine de couteaux de lancer, mais Crow semble surpris d'apprendre qu'Akira est un assassin. Il dit à Akira qu'il n'a probablement pas l'expérience nécessaire pour utiliser correctement les armes qu'il forge. Amelia est offensée par le fait que Crow qualifie Akira d'inexpérimenté, mais Akira ne peut pas vraiment le nier. Knight demande à Amelia de se calmer car, même si Crow est désormais forgeron, il était autrefois membre du groupe des héros. Crow accepte néanmoins de forger les armes demandées par Akira. Il dresse une liste de tous les matériaux qu'Akira devra rassembler et, en attendant, il gardera l'épée avec lui pour s'assurer qu'il ne l'endommage pas davantage. Mais Akira n'a aucune idée de l'endroit où trouver tous les matériaux demandés par Crow. Knight lui dit que la solution la plus simple serait de les chercher dans le labyrinthe de la ville, ce qui permettrait à Akira de monter de niveau, et trouve donc que c'est une excellente idée. Le labyrinthe de la ville se trouve près du centre, mais son accès est limité en fonction du rang de l'aventurier. Akira ne pense pas que cela posera un gros problème pour lui. Soudain, Amelia lui demande s'il est d'accord pour qu'elle sorte un moment, car elle a quelque chose à discuter avec Crow. Akira répond que cela lui convient, car il a encore beaucoup de recherches à faire sur le labyrinthe, mais il demande à Knight de l'accompagner et de le contacter par télépathie si quelque chose devait arriver. Peu après, Amelia et Knight arrivent au laboratoire de Crow et Amelia dit avoir entendu dire que lorsque le groupe de héros précédent n'avait pas réussi à tuer le seigneur des démons, seul le héros et un homme bête avaient survécu. Cet homme bête devait donc être Crow. Crow lui dit qu'elle est libre de se moquer de lui pour son échec. Mais elle pense que Crow a réussi à survivre parce qu'il est fort, et c'est pourquoi elle aimerait qu'il lui apprenne à se battre. Crow refuse immédiatement, car il a décidé il y a longtemps qu'il n'accepterait plus jamais d'apprenti. Il dit que tous ceux qu'il a essayé de former se sont enfuis ou sont tombés dans une grave dépression, mais Amelia lui assure qu'elle n'abandonnera pas. Elle veut rester aux côtés d'Akira la tête haute, et pour cela, elle ne peut pas laisser le fossé entre eux deux se creuser davantage. Crow fait à nouveau référence à Knight comme étant le cauchemar d'Adorea, et celui-ci lui rappelle que l'accord était qu'il n'accepterait que la demande de réparer l'équipement d'Akira.
Cependant, il fait remarquer qu'Amelia fait cette demande de son propre chef et que cela n'a rien à voir avec Akira. De plus, Knight dit qu'il apprécierait que Crow cesse de le qualifier de cauchemar d'Adorea, car son nom est désormais Knight. Amelia demande pourquoi Crow continue de parler de Knight de cette manière. Knight explique qu'il y a plusieurs décennies, le Seigneur des démons l'a envoyé dans la ville d'Adorea pour se venger après que le peuple ait envahi le royaume des démons. Techniquement, la tâche de Knight consistait uniquement à lancer un avertissement aux dirigeants de la ville, mais il était aveuglé par la colère et a un peu exagéré, détruisant toute la ville. Cependant, il a changé depuis et, tant qu'il servira Akira, l'histoire ne se répétera plus jamais. Cependant, Crow dit n'avoir jamais éprouvé de rancœur envers Knight. Il y a quelques années, après que lui et le groupe de héros aient échoué à tuer le Seigneur des démons, Crow organisait une commémoration devant la tombe de sa sœur, lorsque Knight le rencontra par hasard. Il a immédiatement reconnu Crow comme l'un des héros qui avait échappé au Seigneur des démons et Knight a compris qu'il pleurait la mort de sa sœur. Il lui a alors dit que s'il voulait le tuer, il ne résisterait pas. Cependant, Crow lui a répondu qu'il savait qu'il n'était qu'un instrument créé par le Seigneur des démons pour exécuter ses ordres. Dans ce cas, Knight lui demanda s'il avait l'intention de traquer à nouveau le Seigneur des démons, mais Crow répondit que ce n'était ni lui ni le Seigneur des démons qui avait tué sa sœur. Après l'attaque de Knight, la sœur de Crow avait essayé d'aider les personnes coincées sous les décombres. Cependant, au même moment, un noble tentait désespérément de s'échapper de la ville. Comme la sœur de Crow le gênait, il a décidé de la faire exploser plutôt que de la contourner. C'est cet homme qui lui a enlevé sa sœur. Crow a juré que s'il devait se venger de quelqu'un, ce serait Lord Graham. Cependant, il ne l'a jamais fait, car il savait que sa douce sœur n'aurait pas voulu qu'il emprunte cette voie. À ce moment-là, Amelia intervient et traite Crow de lâche pour ne pas avoir vengé sa sœur. Il s'est simplement inventé l'idée que sa sœur ne l'aurait pas voulu pour justifier sa fuite de la réalité, et Amelia comprend mieux que quiconque ce qu'il traverse. Elle a passé beaucoup de temps à se mentir à elle-même, prétendant que c'était pour le bien de sa sœur, mais Akira lui a ouvert les yeux sur son erreur. Les paroles d'Amelia touchent profondément Crow. Il demande alors à Amelia et Knight de le laisser seul pendant un moment. Pendant ce temps, Akira est en ville pour faire des recherches sur le labyrinthe quand, soudain, des monstres surgissent du labyrinthe et envahissent la rue. Amelia voit le chaos et tente d'intervenir, mais elle est confrontée à un garçon nommé Orom. Elle le reconnaît comme étant la même personne qui a trompé Kilika quand ils étaient enfants. Orom dit avoir reçu l'ordre du Seigneur des démons de garder Amelia en vie, car elle peut utiliser une magie intéressante. Il la fait donc prisonnière. Quand Akira arrive, Orom a déjà emmené Amelia dans la prison souterraine et il a l'intention de la récupérer, mais il doit d'abord régler ce problème. Knight comprend ce qu'il s'apprête à faire. Akira active sa magie de l'ombre sans restriction, ce qui lui permet de tuer tous les monstres de la zone, mais l'effort physique le fait s'évanouir. Knight vole vers le bas pour vérifier Akira, mais celui-ci est enveloppé d'une ombre et mis en mode récupération. Knight n'a aucune idée de ce qui se passe, mais quelques instants plus tard, le corps d'Akira est complètement guéri, même s'il est toujours inconscient. Quand il se réveille enfin, Akira se retrouve dans un lit et demande à Knight ce qui s'est passé. Celui-ci lui répond qu'il s'est évanoui après avoir utilisé sa magie de l'ombre, et qu'il l'a donc ramené chez Crow. Knight révèle qu'il aurait pu mourir après un tel exploit, mais que, pour une raison inconnue, sa magie de l'ombre s'est activée toute seule pendant qu'il était inconscient et a complètement réintégré son mana. Akira se lève du lit et remercie Crow de l'avoir accueilli, mais il doit maintenant partir. Crow lui demande s'il est sûr que ce soit une bonne idée de se précipiter pour sauver Amelia, et que celle-ci a peut-être déjà été emmenée sur le continent des démons. Sans hésiter, Akira répond qu'il devra se rendre sur le continent des démons pour la récupérer. Crow lui dit cependant de se calmer et de bien réfléchir. Akira comprend que Crow a raison. Alors il se calme et va vérifier ses armes. Crow a divisé son épée en 2 lames, car les épées courtes sont plus faciles à utiliser pour un assassin, mais cela lui a coûté cher en termes de matériaux et de main-d'œuvre. Il attend donc qu'Akira le rembourse dès qu'il aura sauvé Amelia. Crow donne également à Akira une vieille bague sur laquelle sont gravés les mots « Je te mènerai partout ». La bague a été forgée par un héros du passé et est enchantée d'une magie qui mènera celui qui la porte vers tout ce qu'il désire. Akira l'essaie en pensant à Amelia et une ligne rouge sort de la bague en direction du labyrinthe. Pour une raison quelconque, Amelia est toujours prisonnière à l'intérieur du labyrinthe. Akira enfile donc son équipement et sort par la porte avec Knight. Alors qu'il se dirige vers le labyrinthe, Knight demande à Akira d'éviter de faire des bêtises.
Akira s'excuse car il se souvient maintenant que s'il meurt, Knight mourra aussi, alors il promet d'être plus prudent à l'avenir. Pendant ce temps, dans les profondeurs du labyrinthe, Orom est satisfait de la façon dont les choses se déroulent jusqu'à présent. Il explique que les démons comme lui ont un pouvoir magique qui leur permet de contrôler les monstres, mais qu'il n'a jamais eu l'occasion de l'essayer sur une espèce humanoïde auparavant. Il est donc impatient de voir quel effet cela aurait sur Amelia. Il s'avère cependant qu'il ne peut pas contrôler Amelia, mais le sort l'a immobilisée, il lui est donc facile de la garder sous contrôle. Orom lui explique que seuls les démons de deuxième catégorie sont capables d'utiliser la magie de téléportation, et qu'il n'est qu'un démon de troisième catégorie, il doit donc attendre l'arrivée de son chef avant de pouvoir téléporter Amelia avec eux. Amelia lui demande où exactement il compte la téléporter, mais Orom répond qu'il n'en a aucune idée et lui assure qu'il ne ment pas. Il sait qu'Amelia essaie de lui extorquer des informations, mais cela lui est égal car il est sûr qu'Akira ne serait pas capable de le battre. Il dit à Amelia qu'il n'a pas l'intention de la tuer, car il a reçu l'ordre de présenter Amelia au Seigneur des démons vivante et en bonne santé. Pendant ce temps, Akira vient d'arriver devant le labyrinthe. D'après l'anneau, Amelia est certainement là-dessous. Cependant, avant qu'il puisse entrer, une jeune fille appelle Akira et lui dit qu'elle veut l'aider à sauver Amelia. Akira la reconnaît comme étant la jeune fille qu'il a rencontrée lors du défilé des héros, mais il ne lui a jamais dit qu'Amelia se trouvait à l'intérieur du labyrinthe. Il lui demande d'expliquer comment elle sait qu'Amelia est prisonnière. La jeune fille lui dit qu'elle a utilisé son odorat pour suivre l'odeur d'Amelia jusqu'à cet endroit. Akira ne semble pas convaincu, mais Knight lui dit qu'il est normal que la race des bêtes réveille son odorat, donc ce qu'elle dit pourrait être vrai. La jeune fille dit à Akira qu'elle s'appelle Lia Lagoon et qu'elle est la première princesse de la nation d'Uruk. Elle a appris que le Seigneur des démons avait pris pour cible la princesse Amelia, alors elle a voulu les avertir. Si tel est le cas, Akira lui demande pourquoi elle ne l'a pas prévenue dès leur arrivée en ville, mais elle répond qu'elle n'était pas sûre qu'il la croirait sans preuve. Akira comprend que Lia ne ment pas, mais il remarque son pouvoir de barrière spirituelle. Elle explique que les barrières normales ne peuvent être utilisées qu'à un seul endroit, mais que sa barrière spirituelle peut être appliquée à des objets en mouvement. Akira lui demande si cela signifie qu'elle peut appliquer les barrières aux personnes, et Lia le confirme. Lia lui dit également que le Seigneur des démons recherche Amelia parce qu'il veut mettre la main sur sa magie de résurrection. Après avoir entendu cela, Akira dit à Lia de se joindre à lui car il n'y a pas de temps à perdre. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, Orom vient de dire à Amelia que le Seigneur des démons est à la recherche de sa magie de résurrection. Elle ne comprend pas, car les démons ont déjà une vie pratiquement infinie et ne meurent pas facilement. Malheureusement, Orom ne le sait pas non plus, car la magie de résurrection ne fonctionne pas sur les personnes qui sont mortes depuis trop longtemps. Et une fois utilisée, elle ne peut pas être réutilisée avant plusieurs jours, ce qui limite considérablement ses applications. Amelia est surprise qu'Orom en sache autant sur sa magie de résurrection. Mais il change de sujet et fait remarquer qu'une fois Akira tué, Amelia ne pourra pas le ressusciter, car elle a déjà utilisé sa magie pour se ressusciter elle-même après le coup fatal qu'elle a reçu. Alors qu'il se dirige vers le donjon, Akira demande à Lia ce qu'elle faisait dans le royaume de Reti lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois. Elle lui explique que sa famille avait été kidnappée par une boue noire, et qu'elle était donc là pour les rechercher. Akira est surpris d'apprendre qu'une boue noire a enlevé la famille de Lia, car Amelia a également rencontré une boue noire, mais il ne sait pas si les deux événements sont liés. Lia poursuit en disant qu'elle a été adoptée par la famille royale d'Uruk et qu'elle vivait auparavant dans un village isolé. Un jour, une boue noire est soudainement apparue. Bien que les boues soient généralement des monstres qui peuvent être vaincus d'un seul coup, celle-ci a englouti le père, la mère, le petit frère et tous les habitants du village de Lia en une seule journée. Aucune boue normale n'aurait pu faire cela, elle est donc convaincue que quelqu'un l'a modifiée et lâchée dans la nature. Après que toutes les personnes que Lia connaissait aient été capturées par la boue, la famille royale lui a offert un poste de médecin, car elle voyait la valeur de ses capacités de protectrice. Elle a ensuite utilisé son autorité de princesse pour enquêter sur l'incident de la boue et les traces l'ont conduite au royaume de Reti, où elle a rencontré Akira pour la première fois. Elle découvrit que son village n'était pas le seul à avoir été attaqué et qu'un grand nombre d'humains, de bêtes et de quelques elfes avaient disparu dans des incidents similaires. Leur vie avait ensuite été consumée dans le cadre d'un rituel d'invocation. Plus tard, Lia découvrit que ce rituel était celui qui avait invoqué les héros. Ce jour-là, elle regardait donc le défilé afin de bien voir les visages des personnes pour lesquelles sa famille avait été sacrifiée. Akira lui demande si elle lui en veut pour ce qui s'est passé,
mais elle répond qu'elle sait que lui et les autres héros ne sont en rien responsables. Sa haine est dirigée vers le roi et la princesse pour avoir tué les personnes qu'elle aimait à des fins personnelles. Akira dit à Lia qu'il ne croit pas que le roi les ait réellement invoqués pour combattre le seigneur des démons. Knight révèle que le continent des démons n'a pas tenté d'attaquer l'humanité au cours des 100 dernières années. Le groupe finit par arriver à l'intérieur du labyrinthe et doit vaincre un certain nombre de monstres à chaque étage avant de pouvoir passer au suivant. Akira dit qu'il peut utiliser sa magie de l'ombre pour se débarrasser rapidement des monstres, mais Knight lui dit qu'il ne peut pas le faire. Il devra combattre un démon lorsqu'ils trouveront Amelia. C'est donc une mauvaise idée de risquer de s'épuiser avant d'y arriver. Knight lui dit qu'il peut se battre à sa place et que, s'il passe en mode combat, il devrait être capable de vaincre les monstres à chaque étage en un rien de temps. Mais il y a un risque que, sous cette forme, il perde le contrôle à cause de ses instincts. Akira regarde Knight et lui assure que tant qu'il sera là, il veillera à ce que Knight ne perde pas le contrôle. Knight libère alors toute sa puissance et commence à se déchaîner dans le labyrinthe avec Akira et Lia sur ses épaules. Pour s'assurer qu'ils ne perdent pas le contrôle, Akira utilise leur lien mental pour le maintenir calme. Knight explique que les premiers démons n'étaient généralement pas de mauvaises personnes, mais que le premier roi démon a ordonné une attaque contre les autres nations. Depuis lors, les gens ont toujours méprisé les démons. Certains démons sont vraiment maléfiques et considèrent les autres races comme des insectes à écraser. Mais en même temps, il y a des démons qui souhaitent vivre en paix et éviter les effusions de sang. En peu de temps, ils arrivent à l'étage où Amelia est retenue prisonnière. Lia applique immédiatement une barrière à Akira et Amelia. Akira dit qu'il va maintenant libérer Amelia, mais Orom rit et lui demande comment il compte s'y prendre, étant donné qu'il va bientôt mourir. Akira tente immédiatement de frapper Orom dans le dos, mais Orom commence à le repousser et à le poignarder. Il est clair que le démon joue avec Akira parce qu'il sait qu'il est beaucoup plus fort que lui. Akira active alors sa magie de l'ombre et utilise les taches de sang sur le sol pour invoquer des bêtes de l'ombre qui l'aident au combat. Orom ne s'y attendait pas, il est donc rapidement submergé par les bêtes. Cela permet à Akira de s'approcher alors qu'il a baissé sa garde et de lui couper les bras et les jambes, le laissant gravement blessé. En dernier recours, Orom utilise sa magie pour invoquer les monstres du labyrinthe afin qu'ils attaquent Akira, mais Lia lance une barrière spirituelle autour de lui avant que les monstres n'attaquent, redirigeant leur coup vers eux. Même si Akira savait que la chose la plus intelligente à faire était de le tuer, il n'y parvient pas car Orom ressemble tellement à un être humain. Soudain, le chef d'Orom fait son apparition. Akira ne sait plus quoi faire, car s'il a eu tant de mal à combattre un démon de 3e niveau, il n'a aucune chance de vaincre un démon de 2e niveau. Knight prévient Akira qu'il doit à tout prix éviter d'affronter le démon. Le démon voit qu'Orom n'est plus en mesure de se battre, alors il utilise son pouvoir pour le soulever et le projeter au fond de la pièce afin qu'il ne soit pas gênant. Il brise ensuite la barrière que Lia avait créée pour les protéger, et elle n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à le faire aussi facilement. Elle essaie de se lever pour créer une autre barrière, mais Akira lui dit de reculer car c'est trop dangereux. Le démon dit qu'il n'a rien à voir avec elle, puis il lance un autre ruban sur Amelia, la projetant contre un mur. Akira le fixe d'un regard meurtrier, mais il sait qu'il ne peut pas gagner, alors il commence à réfléchir à un moyen de s'échapper. Cependant, le démon comprend les intentions d'Akira, alors il décide de sceller toutes les issues. La seule option d'Akira est de se battre, mais il a déjà utilisé une fois la magie de l'ombre, alors il est à court d'énergie. Soudain, le démon dit à Akira qu'il s'appelle Mairo et que, bien que sa situation soit légèrement différente de celle d'Akira, lui aussi a été amené ici depuis le Japon. À ce moment-là, la mission de Mairo est de capturer Amelia, et pour ce faire, il devra tuer Akira. Le démon active son pouvoir et lance plusieurs rayons d'énergie en direction d'Akira. Mais alors qu'Akira fait de son mieux pour les esquiver, Mairo le touche à l'épaule, lui faisant comprendre qu'esquiver ne fonctionnera pas. Akira tente alors de réduire la distance afin de pouvoir utiliser ses épées, mais d'autres rayons d'énergie lui sont lancés. Akira active une version limitée de la magie de l'ombre pour absorber les explosions avec son corps. À ce moment précis, Knight appelle Akira et lui dit qu'il a enfin récupéré un peu de ses forces et qu'il peut donc maintenant l'aider. Mairo reconnaît Knight et lui demande s'il change officiellement de camp. Le chat confirme qu'il n'a aucune intention de retourner au service du Seigneur des démons. Il parle ensuite à Akira par le biais de leur lien mental et lui dit qu'il doit immédiatement annuler leur contrat. Knight explique qu'il a un moyen de vaincre Mairo, mais qu'en le faisant, il mourra, et tant qu'il restera lié à Akira, celui-ci mourra également. Knight l'exhorte à rompre le contrat afin qu'il puisse se sacrifier pour Akira,
mais Akira refuse. Mahiro voit qu'Akira et Night sont en train de discuter et pourrait les attaquer à ce moment-là, mais il est curieux de savoir de quoi ils parlent, alors il décide d'attendre qu'ils aient fini. Night n'aime pas le fait qu'Akira se mette en danger pour lui, mais il respecte la décision d'Akira de se battre ensemble. Night utilise ses dernières énergies pour commencer sa transformation. Akira découvre que Night s'est transformé en une copie du capitaine Saran. Sous cette forme, il a accès à toutes les capacités de Saran, mais il ne peut pas maintenir la transformation longtemps. Night active la magie de Saran, créant un énorme marteau de lumière dans les airs, forçant Mahiro à activer son bouclier pour se défendre. Mais la lumière renforce également le pouvoir des ombres d'Akira. Akira saisit alors l'occasion et se couvre d'ombre pour augmenter sa puissance d'attaque avant de frapper Mahiro. Night se joint rapidement à Akira pour repousser Mahiro, qui commence à être submergé par les coups incessants. Akira parvient à lui asséner un coup dans le dos. Night avertit Akira que sa transformation est sur le point de prendre fin, mais Akira répond qu'il devrait quand même réussir à achever Mahiro avec sa prochaine attaque. Cependant, Mahiro claque des doigts et, un instant plus tard, Amelia apparaît derrière Akira et le poignarde à la poitrine avec sa main. Elle est sous le contrôle de Mahiro jusqu'à ce moment-là et dès que l'effet se dissipe, elle hurle de terreur, incapable de croire ce qu'elle vient de faire. Cependant, juste au moment où le cœur d'Akira est sur le point de s'arrêter de battre, le système dans son corps reconnaît que ses blessures sont mortelles et active le mode de guérison. Mahiro tente de frapper Akira à 2 reprises pour s'assurer qu'il reste à terre, mais le système a déjà créé une barrière impénétrable. Une fois la guérison terminée, le corps d'Akira commence à se relever, mais ce n'est pas lui qui a le contrôle à ce moment-là. Le système a déterminé que Mahiro représente une menace grave pour la survie d'Akira, il passe donc en mode combat et se jette sur lui. Akira et Mahiro s'affrontent, mais avec le système aux commandes, Akira est capable d'utiliser la magie de l'ombre de manière beaucoup plus efficace et utilise les ombres pour immobiliser Mahiro. Le système l'avertit alors d'annuler le sort qu'il a jeté sur Amelia et de partir s'il veut vivre. Mahiro décide cependant de s'en prendre à Amelia pour forcer Akira à se sacrifier pour elle. Le système se moque bien d'Amelia, mais pas Akira, et l'idée qu'elle soit en danger suffit à le ramener à la conscience. Mais juste au moment où les pointes sont sur le point de le toucher, la magie de Mahiro est soudainement dissipée, et Crow en est responsable. Mahiro est surpris de revoir Crow, car il pensait qu'il était mort depuis des décennies. Mahiro décide alors de se retirer pour l'instant et crée un cercle de téléportation afin de pouvoir partir avec Orom. Akira est soulagé que tout soit enfin terminé et qu'Amelia soit toujours en sécurité. Mais tout cet effort physique le fait s'évanouir et lorsqu'il se réveille, 3 jours se sont écoulés. Lorsque Crow se rend compte qu'Akira est réveillé, il amène avec lui quelques invités qui veulent le voir. Akira se rend compte que ces invités sont ses camarades de classe, qui savaient qu'Akira était là parce que Gilles connaît Crow depuis longtemps. Quand ils sont venus ici pour améliorer leur équipement, il les a informés de la présence d'Akira. Ils lui disent que c'est Gilles qui les a aidés à briser toutes leurs malédictions, et ils lui en sont tous reconnaissants. Akira demande à Gilles si tout va vraiment bien pour lui, car il risque d'avoir des ennuis pour avoir quitté le château. Cependant, Gilles lui répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il a déjà été renvoyé par les chevaliers. Le roi pensait que l'ordre des chevaliers faisait obstacle à ses plans, alors il les a simplement renvoyés. Kyosuke dit à Akira qu'il avait hâte de le revoir et lui demande s'il veut se joindre à eux, mais Night s'y oppose immédiatement. Akira demande à tout le monde de se calmer un instant car, avant de décider s'il va se joindre à eux ou non, il aimerait savoir ce qu'il compte faire ensuite. Tsukasa explique qu'ils envisageaient de traquer le Seigneur des démons, mais Night dit qu'ils ne sont pas encore assez forts pour défier le Seigneur des démons. Akira est plutôt d'accord avec l'opinion de Night selon laquelle ils sont trop faibles, mais Night n'aide pas la conversation pour le moment. Il lui demande donc de s'éloigner un instant afin qu'il puisse finir de parler avec tout le monde. Akira leur demande pourquoi ils veulent traquer le Seigneur des démons. Tsukasa explique que cela leur permettrait d'accroître leur influence et de négocier avec le roi de Reti pour le convaincre de les renvoyer chez eux. Après tout, s'il les a invoqués ici, il doit connaître un moyen de les renvoyer. En théorie, cela semble être un bon plan, mais Akira pense que même si le roi connaissait un moyen de les renvoyer, il n'est pas disposé à faire quoi que ce soit qui le concerne, d'autant plus qu'il sait que le roi a sacrifié des centaines d'innocents pour les convoquer ici. Akira leur révèle que le démon Mahiro est capable de créer des cercles de téléportation. Le démon pourrait savoir quelque chose qui pourrait les aider à rentrer chez eux et Akira va s'infiltrer dans le château du Seigneur des démons pour le faire parler. Mais avant cela, il doit venger la mort de Saran. Ensuite,
Il fera tout ce qui est nécessaire pour rentrer chez lui. Mais entendre Akira dire cela met Amelia en conflit, car elle veut qu'Akira réussisse, mais elle ne veut pas qu'il la laisse derrière lui. Peu après, Akira trouve Amelia au bord d'une falaise près de l'eau et elle lui dit qu'elle se sent coupable de lui avoir fait du mal. Akira lui répond cependant que dans son monde, lorsqu'un homme et une femme promettent de passer le reste de leur vie ensemble, ils portent une bague, mais qu'il n'en a pas pour le moment. Il tend alors son épée à Amelia et découpe une bague autour de son doigt. Il dit ensuite à Amelia qu'il l'aime et qu'il aimerait devenir son compagnon pour le reste de sa vie. Amelia est ravie et lui répond qu'elle l'aime aussi. Il coupe ensuite la même bague à son doigt pour sceller leur promesse de rester ensemble, puis Akira lui demande s'il y a quelque chose qu'elle aimerait qu'il fasse pour elle. Amelia lui prend la main et lui dit qu'elle veut seulement qu'il lui promette de ne pas mourir, de ne pas l'oublier et de ne jamais la quitter. Akira jure qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour tenir ses promesses. Et les deux s'échangent un magnifique baiser alors que le soleil se lève. C'était la fin de l'épisode 7. Quelles compétences aimeriez-vous avoir si vous renaissiez dans un autre monde? Commentez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.